Un délire nostalgique, Jean-Claude Pollack. Quelles que soient ses intentions proclamées, mais il n'aime pas beaucoup s'expliquer, Kubrick oriente ses récits vers la mise en perspective d'une déraison datée dont l'analyse oedipienne ne saurait être que l'ébauche. Toute son œuvre, traversée de meurtres, persécutions, conquêtes et manie des grandeurs, se veut comptable de la folie de notre siècle. La violence des délires collectifs est à la mesure de leur conservatisme, de leur retour nostalgique aux racines, valeurs et traditions que le film laisse fugitivement entrevoir. Au-delà du phénomène télépathique qui justifie le titre du film, Shining propose, à partir du roman de Stephen King, un exercice de style sur la compulsion de répétition. Le recommencement d'un événement passé, si caractéristique des processus inconscients, prend ici la forme d'un meurtre familial. Le fait divers, élargi aux proportions d'un mythe, d'une destinée inéluctable, doit être décrit et si possible expliqué. Un homme, écrivain, est embauché pour garder pendant l'hiver un immense hôtel vide dans les Rocheuses. Avant la signature du contrat, on l'informe qu'un de ses prédécesseurs dans cette fonction solitaire a tué sa femme et ses 2 filles jumelles à coups de hache, au cours d'un accès de démence. Ce macabre incident ne dissuade pas le héros, Jack Nicholson. Installé dans l'hôtel avec sa femme et son fils, il devient la proie d'une folie paranoïaque, sans doute transmise comme un héritage par les lieux de leur séjour. Il tente lui aussi de tuer sa femme et son fils, échoue et meurt. Le surnaturel du film, qui fit son succès américain, est surtout le fait du garçonnet. Le dédoublement schizoïde avec Tony, l'autre, incarné dans son index droit et la voix éraillée, permet à l'enfant d'anticiper des scènes à venir et ressusciter des drames passés. Le chef cuisinier, rencontré au moment du passage des fonctions, partage cette brillance, voyance particulière qui transcende l'espace et le temps. Le phénomène du shining est d'abord celui d'un transfert, au sens immédiat d'un déplacement, d'une simple translation dans le temps. À la fois préscience et souvenir, c'est un savoir anachronique dont le film, mieux que le livre, veut tirer parti. Le comportement de Jack reste normal pendant quelques semaines jusqu'à ce que son ambition d'écrire s'épuise en un souvenir douloureux de l'enfance, qu'une ritournelle surmoïque aligne stérilement sur les pages de son œuvre impossible. Puis il bascule dans un délire tyrannique et misogyne. Des 3 personnes qui habitent l'hôtel, seule la femme, victime désignée, Shelley Duval, ne participera pas de ce qui apparaît bientôt comme un phénomène de possession. L'envoûtement s'exerce au travers d'un dispositif matériel complexe, une véritable machine à influencer. Au centre de cette production sensorielle, intuitive et hallucinatoire, qui ne concerne que les mâles, se tient l'épreuve initiatique de l'isolement. La solitude du trio familial, érigé en archétype oedipien, se redouble de celle que l'écrivain impose aux 2 autres en se l'imposant à lui-même. Comme dans 2001, la rupture des communications sera bientôt complète. Téléphone et radio coupés, télévision en panne, l'hôtel est comme une station orbitale perdue. L'angoisse sourde de ce vide, peuplant le désert de l'immeuble. Les visions et la lumière trop crue y effacent les recours ombreux de la parole. Loin du social et des sublimations, le sujet semble livré au chaos des pulsions. Les objets et les murs sont alors appelés comme médiateurs et témoins. Ils doivent combler l'écart entre le tumulte des hautes saisons et le silence, neigeux et givré, d'une nature hivernale nue. L'emprise envahissante du décor et des meubles, des portes et des fenêtres, des immenses garde-manger, devient toujours plus abstraite de leur fonctionnalité. Les formes géométriques, les volumes et les couleurs, les éclats intensifs du néon suffisent à éprouver le psychisme d'un homme dont on sait seulement qu'il croit à son pouvoir de chef de famille et qu'il ne consulte personne pour prendre ses décisions. La folie de Jack est toute pathoplastique, modelée par l'ambiance. Elle ne vient d'aucune conflictualité, ni du seul trouble des relations incestueuses, ni de la généalogie viciée de l'histoire familiale.
Les couloirs, les escaliers et les portes d'ascenseur sont hantés parce qu'ils gardent l'empreinte, les gravures en creux, la mémoire des incidents et violences d'une société qui les hantait. Les longues perspectives des colonnes et des piliers, l'étouffement capitonné des velours et des tapisseries géométriques, les jeux réverbérants des glaces, des lustres et des bois sombres polis comme des miroirs suggèrent à la fois la sérialité moderne de ces lieux de loisirs et leur fonction de support lisse pour des images venues d'un autre monde, maintenant révolu. À la différence des inventions de Cocteau, Kubrick ne convoque pas l'empire de la mort ou les symboliques d'un néant plus ou moins infernal. Il s'intéresse au contraire à la vie des choses. Ce qui fut ne peut pas totalement disparaître. Le passé ne se résout pas entièrement en ses traces. Images, photos, documents qui témoignent pour une postérité d'archéologues. L'espace et les formes peuvent faire événement, conquérir le présent, s'imposer à contretemps. En confondant le point de vue du spectateur avec celui de l'enfant, Kubrick aggrave les disproportions du sujet et des lieux. La séquence du parcours de la voiture à pédales dans les couloirs d'un étage est exemplaire. La steadicam court très près du sol, derrière le garçon qu'on ne voit que de dos. Les vitesses décuplées du jouet, les distances et les dimensions des couloirs évoquent un monde adulte, incommensurable et proprement fantasmatique. La course de l'enfant le fait passer alternativement sur le revêtement synthétique du sol et sur les bandes des tapis, faisant surgir une succession rythmée de deux bruits, largement travaillés sur la bande-son. Un chuintement étouffé, un broyage mécanique. L'angoisse culmine au moment où l'enfant s'arrête brutalement devant le numéro d'une chambre que le cuisinier lui a gravement interdit de visiter. Le chant contre chant cadre d'abord le visage de Danny, puis, dans l'amoindrissement du tableau que limitent la tête et les bras, le nombre fatal en chiffres d'or. La scène condense toute l'inquiétante étrangeté d'une discordance entre le monde perdu, vivant, zombie ou fantôme, et l'univers infantile qui semble lui servir de proie. Le 237 n'est pas la chambre à coucher d'une quelconque scène primitive, mais l'antre d'une société morte à l'affût du vivant. Sur le fond d'un arrangement écologique propice et d'une scène matérielle prête au jeu des affrontements oedipiens, Kubrick suggère une réinterprétation du mythe. Il confirme que l'Oedipe est une psychose du père, plus qu'une névrose du fils. La pulsion infanticide, consciente, précède et de loin le thème parricide, inconscient et fortuit. La paranoïa domine sur la perversion ou l'inceste. Jacques est, à l'instar de Léos, le relais et l'origine apparente d'une processualité fatale, que Danny ne peut que subir. Dans son appétit de pouvoir, chaque génération veut conserver ses acquis, réduire l'invention ou la révolte de celle qui la suit. C'est la fonction des guerres, le rôle des armées et des polices, voir Les Sentiers de la Gloire, Orange Mécanique, Docteur Folamour, Full Metal Jacket, etc. Une implacable destruction justifiant toutes les résistances et les subversions à venir. Si le père et le fils, dans Overlook Hotel, paraissent également envoûtés, l'enfant terrorisé semble craindre et fuir ce que le père appelle de ses vœux. Il ne s'agit pas seulement de la possession des femmes, ou de la mère, mais du maintien d'un ordre immuable et patriarcal. On ne se bat plus pour les privilèges du sexe, mais pour la hiérarchie, le pouvoir, la place et la considération. Une structure des honneurs. Et cela se partage entre hommes, dans le silence des femmes et la faiblesse des fils. Totem et tabou revisité. Au début du XIXe siècle, un jeune paysan assassinait en France sa mère, son frère et sa sœur. D'abord condamné à mort, puis sauvé par un déjà prestigieux médecin, Esquirol, et considéré comme malade, il eut l'occasion d'écrire une sorte de confession, dont Michel Foucault, avec une équipe de chercheurs, fit, il y a plus de 20 ans, un passionnant commentaire. Le crime de Pierre Rivière y apparaît comme une tentative de défendre le père, historiquement menacé par les changements économiques et sociaux, les modifications juridiques de la propriété, les nouvelles règles de séparation des époux. Le déclin du prestige paternel, insupportable progrès, suscite la fureur vengeresse du fils.
Shining décrit à rebours la passion conservatrice du père, tout entière inscrite dans l'histoire et tournée contre le fils extralucide. C'est une inextinguible nostalgie, une soif d'alcool et de virilité, un combat meurtrier pour la suprématie de l'homme blanc, sur les femmes, les enfants, les nègres. Et peut-être aussi sur les Indiens, ce que dit le livre, mais n'est pas repris dans le film. Les rencontres entre l'architecture et les structures de pouvoir sexuel produisent de véritables effets de réminiscence. Dans ses crises de délire et ses rêves éveillés, Jacques revit un statut démodé de relation entre les mâles, un régime androcratique suranné. Il retrouve une autre classe plus riche et confortable, où s'articulent harmonieusement le patronyme, la déférence et le crédit. Une correspondance s'établit entre la paranoïa normale d'une société, le capitalisme expansif des lendemains de la guerre mondiale, et la monomanie maladive d'un homme de la fin du siècle. Entre ces deux moments, il est vrai, le monde occidental a changé quelque peu de coutumes et d'institutions. Le père a décliné, la femme et l'enfant ont conquis certains droits. Kubrick s'attache à suivre la trace psychique individuelle de ces mutations et modes de passage. Tout se passe comme si les lieux, visages et paysages se souvenaient et pouvaient solliciter les passions de ceux qui les visitent. Le travail du metteur en scène sera donc animiste. Il veut rendre sensible et actuelle une époque par la seule allusion à sa scène matérielle et son univers esthétique. L'angoisse investit les images du côté des objets ou des formes en désuétude. Salle de bain au carrelage pastel, rampe d'escalier en fer forgé, porte d'ascenseur monumentale en bois rouge sombre, déjà prête à saigner. La radio, les téléphones, la chenillette et les technologies avancées sont plutôt des instruments de protection ou de fuite, les moyens d'un possible salut. Dans l'extraordinaire conflit entre le père et le fils, l'un dépossédé de son omnipotence, l'autre doué d'un sixième sens intemporel qui lui permet d'échapper à la dévoration saturnienne, c'est un labyrinthe qui constitue l'espace piège d'une mise à mort. Le dédale évoque évidemment Thésée, le Minotaure, mais aussi le Petit Poucet et ses traces effacées. C'est avant tout l'enchevêtrement de directions dispersées, une mise en suspens du sens, orientation et signification réunies. Au domaine hiérarchisé, socialement fonctionnel de l'hôtel, château d'un pouvoir occulte mais réel de type kafkaïen, succède l'espace abstrait, géométrique, purement territorial du jardin labyrinthique. L'enfant invente un stratagème, trompe le père et détourne l'infanticide. L'énigme des traces de pas qui s'arrêtent brusquement dans la neige est bien plus difficile à résoudre que la question de la sphinge. Parce qu'elle est muette, elle livre le père à d'autres puissances que celle du savoir. La nuit, le froid, une nature implacable qui parachève la blessure, peut-être la castration, infligée par l'épouse. Tel serait le récit, l'allégorie datée d'une crise micropolitique du désir dans une famille oedipienne en perdition. Mais le caractère proprement cinématographique de cette dramaturgie, centrée sur un duel, réside ailleurs que dans sa narration. Car la lice, ou l'arène, n'est pas ici le théâtre d'une exécution, la scène d'une représentation, mais l'instrument immédiat d'une justice territoriale. Meurtre et suicide sans auteur et seulement topologique. Le plan où Jack se penche sur la maquette du labyrinthe contient à lui seul la raison nodale de sa folie. Quand le zoom approche de la table, on entend les voix de Danny et de sa mère qui se promènent justement dans le jardin. Mais les paroles et cris semblent venir de la maquette. La magie du film nous fait espérer de les voir courir comme des nains sous les yeux du Père Tout-Puissant. Le plan suivant nous transporte alors dans le jardin et vers le point de vue équivoque d'un spectateur mégalomane. Le bouleversement des dimensions forme le contrepoint des machinations filmiques du temps. Certains de ces anachronismes restent relativement banals, parce qu'on peut les comprendre comme de simples aberrations psychopathologiques. L'enfant anticipe une question du cuisinier, le fils et le père voient et croient toucher des personnages fantomatiques,
Jack embrasse une divinité nue sortie du bain, peut-être la vérité, qu'il voit se transformer en vieille ulcéreuse dans le miroir où se réfléchit le couple enlacé. Les États-Unis nous ont déjà habitués à ces visions païennes, hystérie collective, croyances sectaires et autres sorcières de Salem entre sexe et Satan. Mais deux autres séquences vont mystifier le spectateur jusqu'à la confusion délirante de la réalité avec la fiction, dans un jeu multivectorial des temps. Quand le loquet du garde-manger est ouvert par Grady, le spectateur, au pied de l'écran, doit choisir sa version des faits. Ou bien une simple concession de Kubrick à la mode américaine des morts-vivants, ou bien plutôt l'entrée catastrophique, au sens mathématique du terme, dans les disruptions psychotiques de l'espace et du temps. Le film semble en effet montrer le développement d'une folie dont la genèse et les étapes combinent deux séries d'événements. Des faits biographiques mineurs, des moments historico-sociaux décisifs. Le peu d'informations verbales données dans ces deux directions réduit l'anamnèse, le récit du passé, à très peu d'éléments virtuels, favorisant ainsi la description actuelle et présente d'une crise. Le coup du loquet forme donc la frontière entre l'interprétation historique de l'éclatement passionnel et l'irruption magique d'une fiction surnaturelle. La séquence finale d'une photo des années 20 agrandie sur l'écran jusqu'à montrer le visage de Jack au milieu d'un groupe d'employés de l'hôtel paraphe sans doute l'hypothèse d'une affinité élective du film et de la folie. Le délire et les stratégies du montage larguent aisément les amarres de l'espace et les coordonnées chronologiques du récit. La folie de Shining est complice des puissances du cinéma. Les effets, procédés, trucages, raccourcis, jonglerie du décor et passe-passe du temps ne sont pas étrangers aux processualités muettes de la psychose, ni au programme technologique d'une schizophrénie mondialisée. Le cinéma, comme le rêve, comme le délire, peut explorer les lieux qui, à distance des personnes, des personnages et de leur dialectique, combinent les investissements sociaux du désir avec les machinismes élémentaires de la vie pulsionnelle. La caméra décrit d'un côté les ensembles construits de l'économie politique et des institutions, de l'autre les mises en jeu singulières des parties du corps et des agencements fantasmatiques. Entre ces deux pôles, les images traquent le sujet et tout ce qui, par excès ou par défaut, par perte ou prolifération, ne cesse de le former ou de l'affoler. Art ubiquitaire des multiplicités et de l'hétérogène. Le cinéma de Kubrick ne construit pas seulement un espace esthétique où se regarde le monde, mais aussi cet agencement complexe d'énonciation, cette particulière pensée cinéma, postée aux confins de la clinique et de la résistible expansion d'une aliénation planétaire.